Salut tout le monde. Dans l'épisode précédent, on a pu voir les bases de Cura, autrement dit son interface. Ici, on va plus loin en détaillant les réglages principaux du programme. On suivra l'ordre des réglages qui sont proposés par Cura, et que ce soit pour plus agréable, on va diviser cette thématique en 3 parties. Bienvenue donc dans la première de la série. Nous y parlerons de la qualité, de la coque, du remplissage et du matériau. On espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Alors, on va donc commencer par afficher tous les réglages possibles. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur les 3 lignes ici et de sélectionner Show All Settings. Voilà. Donc en faisant ça, on s'assure en fait que dans chaque grande catégorie de réglages, tous les sous-réglages soient affichés. On va pas les détailler tous ici parce que ça prendrait un temps de dingue, il y en a à peu près 500. On va s'attarder sur les principaux qui vous permettront d'avoir la meilleure qualité possible. En parlant de qualité, on va commencer par là. Voilà. Alors on peut voir que pour commencer, le premier réglage, c'est le réglage de hauteur des couches. Et donc la hauteur des couches, c'est vraiment la taille de la matière qui va être déposée par couche par la machine. Donc ici on est en 0,1, donc ce qui permet d'avoir un détail vraiment très fin. En général, on est sur du 0,2. Il faut savoir que plus la qualité augmente, et plus le temps d'impression augmente aussi. Alors ici, on peut voir que y a un réglage de hauteur pour la toute première couche qui va être déposée. Et donc ici, je l'ai réglé à 0,2, tout simplement parce que ça permet d'avoir une meilleure adhésion au plateau. Ici, c'est la largeur de la couche qui va être déposée. Et donc en général, c'est évidemment la largeur de la buse. Si on veut quelque chose de vraiment précis, en sachant que la buse fait 0,4, on va peut-être marquer 0,38. Ici, c'est le réglage par défaut qui est marqué à 0,44, et donc il y a 10% en plus. En général, c'est pour compenser un léger manque d'extrusion. Voilà. Donc on a pareil ici pour toutes les différentes couches possibles. Et donc on a plusieurs murs, comme le programme appelle ça. On a d'abord le mur extérieur, donc ça c'est la coque qui sera visible par n'importe qui pourra prendre l'objet. Et à l'intérieur de ce mur-là, il y en a plusieurs qui vont servir de contour pour solidifier le tout. Et donc c'est pour ça qu'il y a un mur extérieur ici et un mur intérieur ici. Et donc si on voulait, on pourrait choisir des différents réglages. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Si on voulait vraiment chipoter, on pourrait mettre 0,38 ici, mais ça n'a pas grand intérêt. Nous avons également ça pour les lignes de dessus et de dessous. Donc ici, on va laisser les mêmes réglages. Et pareil pour les lignes de remplissage. Par contre, ici, pour les lignes de support, on pourrait faire ça plus léger afin que les supports soient moins solides. Donc ça, ce serait peut-être un bon réglage de mettre 0,38. Alors la marge de manœuvre ici, elle est très faible. On ne peut pas vraiment dire à la machine de... Oups. C'est pas la bonne ligne. On ne peut pas vraiment dire à la machine de faire du 0,1 par exemple. On va vraiment rester à du 0,38 en espérant que ça passe. Voilà. Alors ici, il y a moyen d'avoir un pourcentage d'épaisseur de la première ligne. Et donc si on voulait que la première ligne soit plus épaisse, enfin plus large sur le plateau pour avoir une meilleure adhésion, on pourrait compenser ça ici. On peut également compenser ça dans le programme de la machine directement. Donc on pourrait demander à la machine qu'il y ait un flow de 150% ou de 250% pour la première ligne. Voilà. Donc ça, c'est pour les premiers réglages de qualité. Maintenant, les réglages de la coque. Et donc, ici on peut voir que j'ai demandé une épaisseur de mur de 1,2 mm. Ça veut dire en gros qu'il y aura 3 couches
de 0,4 mm. C'est le réglage qui me semble le plus solide et le plus efficace, dans le sens où il prend pas beaucoup plus de temps. Et donc le réglage de base ici, c'est 0,8. Ça veut dire qu'on met 2 couches. Voilà. On va slicer ça pour vérifier qu'il met bien 3 couches sur la coque. Hop. Donc on clique sur Preview pour avoir toutes les couches. Voilà. Et ici on voit bien qu'il y a 3 couches. Je zoome encore un peu. Qu'il y a 3 couches de mur extérieur. Et donc ces 3 couches-là, ça va permettre vraiment d'avoir quelque chose de plus solide que d'habitude. Maintenant, ça dépend encore une fois de ce qu'on veut en faire et de l'application. Donc ça, c'est un réglage qui est pour moi de base. Et donc ici, c'est simplement le nombre de lignes qui va être possible nécessaire pour réaliser ce genre de choses. Et donc si on met 4 lignes, forcément, c'est plus valable parce qu'on ne sait pas, 4 lignes ne peuvent pas faire 1,2 mm. On va remettre 3. Hop. Alors, ici, on ne s'en sert pas grand chose. On ne s'en sert pas souvent, pardon. Ici non plus. Par contre, ici, c'est toujours bien d'avoir la même épaisseur au-dessus et en dessous. Et donc, on va aussi inscrire 1,2 ici. Pareil pour ici. Un autre point qui peut être assez important, c'est le pattern de début et le pattern de fin. Donc ici, j'ai sélectionné concentrique pour avoir quelque chose qui soit harmonieux, mais on pourrait très bien choisir de mettre des lignes. Alors on va slicer ça. Voilà, on est donc sur une vue du dessus du cube. Et donc ici, on voit bien que ce sont toutes des lignes qui font le dessin de la première couche, le dessin du fond. Et donc si on avait mis l'inverse, ici si on avait demandé quelque chose de concentrique, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Et donc ici on voit bien que c'est quelque chose de concentrique, qui part du centre pour aller vers les bords. Alors, il y a une méthode pour choisir ça. Tout simplement, la machine aura moins difficile, par exemple, à faire des lignes dans le vide que quelque chose de concentrique. Tout simplement parce que faire des lignes dans le vide lui permet de rejoindre un bout à l'autre, tandis que quelque chose de concentrique, elle va commencer par le centre, et dans un cube, le centre est forcément vide. Ce qui va amener la machine à imprimer dans le vide et ça va s'effondrer. Sauf si on met un remplissage. Et donc là, ça dépend du taux de remplissage qu'on va mettre, du remplissage s'il y en a un déjà, et aussi de la vitesse avec laquelle l'imprimante va finir le dessus. Voilà. Et donc on va laisser ici concentrique purement esthétiquement. Alors, ici, en général, on ne coche pas cette case-là parce que ça peut réduire la qualité des surfaces. Ça, on peut le cocher. Ça va simplement optimiser le temps d'impression, en général. Mais par contre, ça peut réduire la qualité des porte-à-faux. Voilà. Alors, le reste, on ne s'en soucie pas beaucoup en général, sauf cette petite case ici, qui permet, en gros, de pouvoir imprimer des choses qui sont plus petites que la taille de la buse. Et donc ça peut permettre d'avoir un remplissage, ou en tout cas des parois qui sont plus fines que ce que la machine serait en théorie capable de faire. Mais comme on l'a vu tout au-dessus au niveau de la qualité, on sait quand même imprimer quelque chose qui est plus étroit que la taille de la buse. Ici, par contre, c'est quelque chose de très important. Et donc, en gros, à chaque fois que la machine finit une couche, elle peut choisir de la recommencer exactement au même endroit sur la couche supérieure.
Et donc là, on risque de voir tout un filet de couture, comme le programme l'appelle. Donc une façon de réduire ça, c'est de demander à la machine qu'elle commence la nouvelle couche de façon aléatoire. Et donc ici, on va simplement sélectionner random, ou bien alors sélectionner quelque chose d'autre. Mais donc quand on sélectionne quelque chose d'autre, on a ces petits soucis de couture. Ça va ressembler à une sorte de tirette comme ça. Voilà. Alors ici, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Ça permet de passer la machine sans qu'elle ne dépose de matière. Et donc ça va permettre de faire ce qu'ils appellent une sorte de repassage, comme repasser des chemises. Et donc ça peut permettre de lisser l'ensemble. Donc il y a plusieurs options. On peut soit faire ce lissage seulement sur la plus haute couche. On peut choisir le pattern. Et donc si on fait ça seulement sur la plus haute couche, ben ça n'aura un effet évidemment que sur la couche la plus haute. Ici, comme c'est un cube, on pourrait le faire, il n'y a aucun souci. Mais si c'est une forme un petit peu plus complexe, ce serait dommage de passer à côté de ça. En général, on peut laisser les réglages tels qu'ils sont ici. Alors, on en vient maintenant au remplissage. Alors, le remplissage, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, il y a plusieurs écoles, évidemment. En général, on va conseiller de ne pas en mettre quand c'est pas nécessaire. Tout simplement parce que ça évite de gaspiller du matériau pour rien et ça évite de prendre trop de temps. Voilà. Donc, comment on peut savoir qu'il y en a besoin ou pas? C'est en fonction de la résistance de la pièce ou en fonction du design de la pièce. Et donc, dans notre cas ici, pour faire un cube, l'idéal c'est d'avoir un remplissage pour qu'on puisse venir supporter la couche du dessus. Donc s'il n'y a pas de remplissage, la couche du dessus va s'affaisser légèrement, hein, ce sera pas hyper précis. Par contre, si on vient mettre du remplissage, la couche sera parfaitement plane. Donc c'est ce qu'on veut ici. Alors ici, la densité par défaut, elle est de 20%. En ayant 20%, on a quelque chose déjà d'hyper costaud. On a quelque chose qui va pouvoir résister à la compression. Donc 20%, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avoir un bon départ. Si maintenant on devait visser dans l'objet, on partirait plutôt sur quelque chose de l'ordre de 60%. Donc en ayant quelque chose de 60%, on a quelque chose de vraiment costaud. Si on voulait que la pièce soit absolument remplie de plastique, bah là on va évidemment mettre 100%. Voilà. À ce moment-là, quand on est à 100%, le pattern importe peu. Voilà. On va se remettre ici à du 10%, parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Donc ici, j'ai sélectionné du gyroïde parce que c'est le remplissage le plus solide et le plus facile à faire pour la machine. Et donc, c'est toutes des petites vagues, en gros. Et donc, la machine a plus facile de faire des vagues, et donc il y a moins de pression au niveau matériel. Alors, on va slicer ça pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc, voilà ces petites vagues-là. Et donc, ces vagues se croisent, hop, pour donner quelque chose d'hyper solide et qui va résister vraiment très très fort à la compression et à toutes sortes de tensions qu'on pourrait exercer sur la forme. Et donc là, le remplissage de 10%, c'est quand même déjà costaud, hein. Ça va nous permettre d'avoir un rendu de finition assez exceptionnel au niveau de la couche supérieure. Voilà. Alors, on va faire ça pour chaque pattern, simplement pour voir la différence. Et donc ici, c'était le plus courant. Donc c'est un pattern en gris. C'est quelque chose aussi de très solide qui prend un petit peu moins de temps à être imprimé. Pourquoi pas. Nous avons ensuite les lignes. Et donc en fait les lignes c'est un peu le même principe que la grille, sauf que c'est d'abord une ligne qui sera
dans ce sens-là, et puis une ligne qui sera dans l'autre sens, au lieu d'avoir une grille qui est montée verticalement. Donc on peut voir que la dernière couche qui était imprimée est en jaune. Donc on peut apercevoir de temps en temps, quand ça clignote ici au niveau du croisement, que la ligne vient se superposer à l'autre, comme ça. Nous avons ensuite les triangles. Donc ça, c'est une autre forme de grille qui est tout à fait valable et qui résistera aussi à la torsion. Le trihexagone maintenant. Hop. Voilà. Donc en gros, ça fait des sortes d'étoiles. Tout ça, ça peut permettre aussi de pouvoir jouer avec la qualité esthétique. Et donc on n'est pas forcément obligé de reboucher le cube. Et donc, alors ici, c'est quelque chose de très très particulier. Et donc ici, ça fait des sortes de cubes sur pointe. Et donc, on a un remplissage relativement plein partout. Donc là, le temps d'impression est décuplé. Voilà, on peut voir que ça forme des cubes, vraiment. Hop. Donc ici, on est sur une subdivision cubique. C'est à peu près le même principe. Nous sommes maintenant sur des octets, des octogones. Une traduction soit approximative. Hein. Voilà. Donc ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un petit cube qui va être formé à l'intersection de chaque ligne. Voilà. La division cubique. Voilà, même principe. Hop. Nous sommes en concentrique maintenant. Voilà. Alors ici, par contre, ça résiste pas du tout à la pression. C'est juste idéal quand on veut avoir quelque chose qui résiste à la pression du dessus, mais pas à la compression des côtés. Donc en général, c'est pas forcément utilisé. Nous avons ensuite le zigzag. Voilà. Et donc ici, c'est le même principe que les lignes, sauf qu'elle fait un zigzag. Hop, on peut voir le chemin ici. Voilà. Nous avons des croix aussi. Donc ici, à part le caractère esthétique, je ne vois pas d'avantage. S'il y en a, faites-les moi savoir hein, dans les commentaires. Parce que ça ne résiste en rien aux compressions latérales. Peut-être à la pression du dessus comme l'autre. Pareil avec les croix en 3D. Hop. Donc là, le remplissage est relativement plein aussi. Donc ici, c'est très esthétique. Maintenant, c'est peut-être pas nécessaire. Et on a enfin le gyroïde de tantôt. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'utiliserai par défaut pour des pièces courantes, je vais dire. Et donc en Fab Lab, on a tous des petits cubes comme ça qui peuvent représenter ces différents remplissages. Et donc c'est relativement pratique pour que chacun puisse voir à quoi ça correspond en vrai, sans devoir à chaque fois faire cet exercice-là, de chaque fois slicer un cube pour pas grand-chose. J'essaierai de mettre une photo en incrustation d'ailleurs maintenant, pour pouvoir vous montrer à quoi ça correspond. Alors, tout ça en général, on n'utilise pas trop. Par contre, ici, on pourrait changer la direction du remplissage, surtout du remplissage en gris. Et donc, si on avait... on va essayer tout de suite. Hop, une grille. Voilà. Et donc, en fait, au lieu d'avoir une grille qui sera parallèle au bord du cube, ici, on aura une grille qui sera à 45 degrés. Hop, voilà. Et donc ici, si on fait un support en grille comme ça, orienté à 45 degrés, ça peut permettre d'avoir un support plus facile, notamment pour le concentrique. Donc, le concentrique, c'est la forme qui sera utilisée pour la couche du dessus. Alors, ici, on peut voir que
l'épaisseur de la couche de remplissage est le double de la couche qu'on a utilisée pour les murs. Donc pour la coque extérieure, pour ces murs ici. Ça peut permettre de gagner du temps. Donc tant qu'à faire, autant doubler ça. Ça veut dire que en gros, l'imprimante va imprimer une couche de remplissage pendant qu'elle imprime 2 couches de mur. Voilà. Et donc, faut que ce soit toujours un multiple de la hauteur de la couche de mur. Voilà, le reste, en général, on ne s'en occupe pas trop. Nous arrivons donc aux matériaux. Voilà. Alors évidemment, tous ces paramètres-ci vont changer en fonction du matériau qui sera utilisé. Même du PLA de différents fournisseurs ne réagira pas de la même façon à la température. Et j'ai envie de dire que même du PLA du même fournisseur ne réagira pas à la même façon en fonction de sa couleur. Et donc ici, c'est des tests qui doivent être faits sur vos machines avec votre PLA en fonction des recommandations des vendeurs. Et donc ici, on est sur la température la plus basse recommandée en général pour du PLA. Et donc ça va entre 190 et à peu près 210 degrés. Et donc ça, c'est la température d'impression. Autrement dit, c'est la température de la tête d'impression. On peut voir que il y a plusieurs températures possibles en fonction de la hauteur de la couche. Et donc, la toute première couche peut avoir une température différente. Voilà. De même que la toute dernière couche. En général, on laisse tout à la même température. Ici, nous avons la température du plateau par défaut. Et donc, en général, c'est aussi entre 50 et 60 pour du PLA. Alors, ici, nous avons le flow. Et donc, le flow, c'est le pourcentage avec lequel le filament va être extrudé. Ça peut être utile dans le cas des imprimantes comme celle que j'utilise ici. Donc, l'Ender 3, par exemple, n'a pas de réglage de pression du filament. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas régler la tension avec laquelle le filament va être avalé par la machine. Ça peut être compensé par le flow, sauf que j'ai trouvé ici que le flow de Cura n'a pas beaucoup d'impact sur le flow effectif de la machine. Donc ça veut dire que en gros ce réglage-ci ne me sert à rien pour ma machine. C'est des tests à faire avec vos machines à vous. On sait jamais que ça fonctionne chez vous. Et donc en général je compense ça directement sur la machine dans son réglage du flow interne. Et donc la machine a différents réglages en ce qui concerne la température de la tête, du plateau, la vitesse d'impression, la ventilation et la régulation du flow. Voilà. Et donc ici, on peut mettre des valeurs un petit peu aberrantes, comme 250, si on voulait vraiment tester. Et donc ici, le programme n'aime pas trop, il met ça en orange, il préférerait qu'on soit à du 150. Voilà. Et donc, régler ça sur la machine directement, ça peut permettre déjà de constater ce qui se passe en live, mais aussi d'avoir une plus grande liberté. Donc en général, je laisse tout à 100 et je règle ça par après. Voilà. Alors ici, il y a quelque chose d'assez important qui s'appelle la rétraction. Donc la rétraction, ça peut permettre qu'il y ait d'éviter qu'il y ait des débordements. Et donc quand on fait chauffer du plastique, il fond en général, et il arrive que il en reste dans la tête et que pendant les déplacements, ça coule tout simplement pour faire des traînées un peu dégueu partout. Et donc, en cochant cette case-là, ça permet que le fil soit remonté dans la buse pour éviter ce genre de choses. Une bonne chose à cocher aussi, c'est la rétraction quand on change de couche, tout simplement pour éviter qu'il y ait une sorte de grosse bulle au niveau de la rétractation, au niveau de
du changement de couche, tout simplement. Donc ça, c'est des cases à cocher pour moi. Ici, on peut augmenter la distance. Donc de base, il me semble que c'est 5 mm. Ici, j'ai augmenté à 10. En faisant ça, ça augmente par contre le temps d'impression. Alors ici, la petite case est cochée pour limiter les rétractions au niveau des supports. Ça peut permettre de garder un petit peu d'économiser du temps d'impression. Voilà. On en a fini pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu, ou en tout cas que c'était relativement clair. Vous pouvez retrouver tous ces réglages-là qui sont expliqués en français sur le wiki. Je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à nous dire si on est sur la bonne voie pour les différents réglages. Si vous voulez plus d'infos sur certains d'entre eux, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à scruter nos réseaux sociaux.